Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Problème de définition, question de pouvoir. Mon terrain d'analyse sera l'échange économico-sexuel, les relations sexuelles impliquant une compensation. Mais pourquoi ne pas dire prostitution? Parce que, le terme prostitution, ce que l'on entend banalement par prostitution, a un sens trop étroit pour englober toutes les formes de relations que je me propose d'étudier. 2. Il est trop marqué. Sa connotation morale négative devrait elle-même donner lieu à une réflexion. 3. Enfin, c'est un terme galvaudé. Quand on dit prostitution, chacun croit comprendre, bien savoir a priori de quoi il est question. Le sens commun tient la prostitution pour un phénomène évident, immuable, anhistorique, lié de façon quasi biologique aux relations entre les sexes. N'est-ce pas, comme on le répète à l'envi, le plus vieux métier du monde? Bref, tout le monde sait bien quels sont les contenus et les caractéristiques de ce phénomène. Dans les sociétés occidentales en particulier, ce terme signale que l'activité professionnelle et le mode de vie, le statut, l'état d'une catégorie de femmes, les prostituées, sont totalement séparés et distincts de ceux des autres femmes. On établit un clivage absolu entre d'une part la putain, la femme qui se vend, d'autre part la mère ou l'épouse, faisant de l'appartenance à l'une ou l'autre catégorie une affaire d'essence. Et pourtant, pour le sens commun, dans les pays occidentaux du moins, non seulement il y a toujours eu et il y aura toujours des putains, mais toutes les femmes sont des putains. Cela ferait presque partie de la nature ou de la biologie des femmes. Toute femme pouvant le devenir ou plus exactement pouvant être définie telle à un moment ou à un autre de son existence. C'est là encore la manière simple et habituelle de faire passer pour un fait de nature, ce qui est le produit d'un rapport social. La menace du hors-stigma, du marquage comme putain, pèse sur toutes les femmes. Feterson, 1986-2001, y voit à juste titre à Female Gender Stigma, un marquage des femmes comme classe de sexe. La menace du stigmate de putain agit comme un fouet qui maintient l'humanité femelle dans un état de pure subordination. Tant que durera la brûlure de ce fouet, la libération des femmes sera en échec. Feterson 2001/129. Il s'est agi tout d'abord, en dépouillant la documentation ethno-anthropologique ainsi qu'une partie de la documentation historique disponible, de travailler à définir l'objet, à identifier le champ même de la recherche. Non pas la prostitution, donc, mais les relations sexuelles entre hommes et femmes qui impliquent une transaction économique. Dans une écrasante majorité de ces relations, l'échange se fait dans un sens précis. De la part des femmes, il y a fourniture d'un service ou d'une prestation, variable en nature et en durée, mais comprenant l'usage sexuel ou se référant à la sexualité. De la part des hommes, il y a remise d'une compensation ou rétribution d'importance et de nature variable, mais de toute façon liée à la possibilité d'usage sexuel de la femme, à son accessibilité sexuelle. Le champ d'investigation concernera précisément les relations hétérosexuelles impliquant une compensation, dans lesquelles l'échange se fait dans le sens que je viens d'indiquer, et n'englobera donc ni les relations homosexuelles, que celles-ci soient définies ou non comme prostitution, ni les relations hétérosexuelles où la transaction économique ne se fait pas dans le sens ci-dessus mentionné, relations du type gigolo, etc., bien que leur utilisation à des fins comparatives puisse parfois se révéler d'une utilité et un intérêt très grand. Dans ce chapitre, je tenterai de faire une analyse croisée des relations économico-sexuelles, des définitions de la prostitution et des situations des femmes définies par les termes de prostituée, putain, etc. J'essaierai en même temps de montrer que, contrairement à l'idée si répandue et si tenace dans les sociétés occidentales modernes, selon laquelle ce qui distingue la prostituée ou la putain d'une femme bien, c'est l'échange de sa sexualité contre un paiement ou une compensation, sous forme d'argent ou de toute autre chose, le paiement n'est pas de fait ce qui permet de définir une relation sexuelle par rapport à une autre. Au contraire, il y a une telle incohérence entre d'une part les représentations de la prostitution, ou mieux des clichés qui la concernent dans nos sociétés comme dans bien d'autres, et d'autre part les réalités très différentes que des chercheurs, confèrent plus loin, ont observé dans les sociétés qu'ils étudiaient, que ces chercheurs en sont venus à proposer de nouvelles dénominations plus aptes à décrire ce fait social. Pour ma part, ce n'est qu'à une étape très avancée de ma recherche que pour en définir l'objet, j'ai trouvé et adopté l'expression échange économico-sexuel, qui à présent m'apparaît si simple et si évidente.
J'établirai en premier lieu l'existence d'un continuum dans les formes de relations sexuelles entre hommes et femmes, impliquant un échange économico-sexuel. On explorera la variation des éléments communs aux différentes relations. En particulier, je me propose de montrer comment ce continuum concerne 1. Les personnes, 2. Les modalités de la relation, 3. L'aspect économique de celle-ci. L'énoncé continuum des formes de relations économico-sexuelles implique-t-il qu'il n'y aurait pas de rupture entre elles? Qu'il serait impossible d'établir des lignes de démarcation entre les différents types de rapports sexuels? Ou ne s'agirait-il pas plutôt d'opérer un déplacement, une déconstruction de l'actuel concept de prostitution, qui s'avère inutilisable et chargé d'idéologie? C'est ce dont je traiterai en second lieu. J'utiliserai des exemples empruntés aux sociétés les plus diverses, occidentales ou non, historiques ou actuelles. Cela tient à la nécessité, pour une recherche qui vise à bâtir une typologie des relations économico-sexuelles entre hommes et femmes, d'envisager la plus large série de formes de relations et des contextes dans lesquels celles-ci s'inscrivent. Le recours privilégié aux sociétés africaines tient seulement à ce que, comme ethnologue, je connais un peu mieux cette ère. Le continuum de l'échange économico-sexuel. 1. Les personnes impliquées dans l'échange. Venons-en au premier aspect du continuum, les personnes impliquées dans l'échange. La question se pose de façon différente selon la place qu'occupent ces personnes dans l'échange. Pour les hommes, c'est simple. Dans la plupart des sociétés, de même que dans la nôtre, on tient pour normal, à tout le moins l'on tolère, qu'ils aient de nombreux rapports sexuels et différentes sortes de relations, y compris simultanées. Pour les femmes, les situations se diversifient. Contrairement à ce qui se passe dans les sociétés européennes, en tout cas au niveau idéologique, nombre d'autres cultures ne fichent pas en catégorie permanente les femmes qui participent aux diverses modalités d'exercice de la sexualité, que celles-ci présentent ou non un caractère de promiscuité, qu'elles soient rémunérées ou non. On observe plutôt pour la même femme, des passages d'une forme de relation sexuelle à d'autres. Je dis « à d'autres », car il n'en existe pas que deux sortes et l'on peut trouver à l'intérieur d'une même société, soit plusieurs formes de mariage à caractéristiques différentes du point de vue des éléments qui nous intéressent ici, soit des formes multiples de relations non matrimoniales. Le passage d'une forme de relation à l'autre, leur caractère temporaire a été étudié pour plusieurs sociétés. Ce passage a été bien étudié dans le cadre de l'histoire européenne. L'important travail de Walkowicz 1980 sur la prostitution dans l'Angleterre victorienne a montré que la création d'une catégorie sociale permanente de femmes, les prostituées, en fait sa constitution en groupe de parias, outcast group, résulte de mesures politiques et législatives. Walkowicz montre que les jeunes filles des classes pauvres pouvaient avoir des relations prostitutionnelles pendant une certaine période, des relations d'union libre ou de concubinage ou bien encore de mariage pendant d'autres périodes. Ce sont les lois sur la répression des maladies vénériennes qui ont valu aux femmes des classes les plus pauvres qui se prostituaient durant des périodes relativement brèves de leur existence, 2 à 3 ans, d'être identifiées, fichées et contrôlées. Elles se retrouvèrent complètement isolées de leur milieu, de leur classe d'origine et partant plus vulnérables. La vente de leurs services sexuels, que jusque-là ces femmes avaient en majorité géré elles-mêmes, passa de plus en plus sous le contrôle des hommes et fit l'objet d'une exploitation. Ces lois, pour l'abrogation desquelles des luttes furent menées, eurent un effet patent et immédiat. Dans les 2 décennies suivant leur entrée en vigueur, l'âge moyen des femmes identifiées comme prostituées augmenta considérablement. En particulier, le nombre des prostituées âgées de plus de 30 ans se trouva multiplié par 2 voire par 3. Les femmes qui étaient entrées dans cette activité eurent dès lors de très graves difficultés à en sortir. De travail temporaire avant l'application des lois, la prostitution devint une condition, les femmes qui l'exerçaient une catégorie délimitée, définitive, ghettoisée. Ce phénomène, le passage d'une forme de relation à d'autres, est extrêmement répandu dans d'autres sociétés. Nous le retrouvons par exemple, du moins dans les 4 ou 5 dernières décennies si ce n'est même avant dans les pays africains dans leurs grandes villes en particulier. Pour ces villes, anthropologues et sociologues ont souvent décrit tout un réseau complexe de rapports dont les femmes tirent une aide, parfois leur subsistance, parfois même une certaine prospérité susceptible de se traduire en indépendance économique. Par exemple,
Les formes de relations sexuelles occasionnelles ou de quelque durée, les amitiés comme on les appelle souvent, les fiancés payants, les amants abonnés aux services sexuels plus ou moins tarifés. Ce qui nous intéresse spécifiquement ici, c'est ce que note une étude sur la prostitution des jeunes, l'absence de solution de continuité entre les fiançailles, les relations sexuelles plus ou moins durables et les rapports occasionnels rémunérés. À telle enseigne que le vocabulaire lui-même est parfois hésitant. Ma femme, ma fiancée, ma chérie, en anglais, en français ou dans les diverses langues africaines, ont des emplois qui se chevauchent, notamment en fonction de l'interlocuteur. Bas 1980 sur 258. Devant l'ampleur du phénomène, qui n'est pas seulement présent dans les villes, quelques chercheurs ont conclu à la nécessité de reformuler, au niveau théorique, les représentations et la dénomination même des rapports dits de prostitution. Ainsi Hardener, 1962, dans une étude sur la fécondité des femmes bakweri du Cameroun, ne peut ignorer la fréquente alternance dans la vie de ces femmes, de périodes de prostitution, de concubinage ou de mariage, selon les différentes formes que celui-ci revêt chez les bakweri. Autant de périodes pendant lesquelles les femmes, dit-il, sont en permanence exposées au risque de concevoir. Hardener qualifie donc simplement de périodes conjugales, chacune de ces périodes envisagée comme une unité distincte, qu'il s'agisse de mariage régulier, d'union libre, de prostitution. Voici une des biographies qu'il nous présente, celle de Mary, 78 ans, analphabète, chrétienne de la Basel Mission Church. Première période conjugale. Elle épouse à 16 ans un agriculteur polygame. Elle est la 7e de 9 épouses et fera 9 enfants. Le mariage dure 15 ans et se termine à la mort du mari. Deuxième période conjugale. Mary a 31 ans, elle se prostitue pendant 2 ans. Troisième période conjugale. Durant 3 ans, elle vit en concubinage avec un travailleur de la plantation, dont elle aura 2 enfants. L'union se termine au départ de l'homme. Quatrième période conjugale. Mary se prostitue pendant 3 ans. Cinquième période conjugale. Maintenant quadragénaire, elle devient la concubine d'un autre travailleur immigré et vit avec lui pendant 4 ans. Sixième période conjugale. Mary part pour Douala. Elle y vit comme prostituée pendant 1 mois et de retour chez elle, y continue le métier 6 années durant. Septième période conjugale. En 1928 à 54 ans, Mary occupe le rôle qui, selon la coutume, aurait dû lui échoir près de 18 ans auparavant. Elle devient l'épouse héritée d'un des parents de son mari. Elle restera 3 ans avec son nouvel époux, jusqu'à ce qu'un de ses fils l'emmène vivre auprès de lui. D'autres biographies offrent des combinaisons différentes. Mais les carrières conjugales de ces femmes montrent un passage continuel, une absence de division nette entre les différents types de relations. On relève le même phénomène sous des formes différentes dans d'autres populations, confère Chap. 2. L'aspect temporel. Il est sans doute encore plus important d'établir mon deuxième point, le continuum concernant certaines des modalités ou certains des aspects des différents types de relations. Je m'attacherai tout d'abord à la durée de la relation, c'est-à-dire à l'aspect temporel. Cet aspect-là a donné lieu à un cliché très ancré jusqu'à récemment dans les mentalités occidentales. Il y aurait d'un côté le mariage pour la vie, du reste indissoluble jusqu'à une date récente, de l'autre côté l'acte sexuel passager rétribué, la passe avec la prostituée, et pas de moyen terme. Or, nombre de relations sexuelles se situent, tant par leur aspect temporel que par d'autres dimensions, entre ces deux extrêmes. Les populations qui les pratiquent en définissent certaines comme mariage et d'autres comme prostitution. Les Amaras d'Éthiopie, d'Iras 1991, d'Iras SD, par exemple, disposent de plusieurs types de mariage. 1. Le mariage kurban, mariage religieux dont la dissolution par divorce est à peu près impossible. Il est contracté quasi uniquement par la noblesse et les religieux. 2. Le mariage contractuel civil, le plus courant dont la dissolution par divorce est d'une relative facilité. Les deux familles se sont accordées sur leurs contributions respectives et en cas de divorce, chacun des conjoints aura droit à la moitié des biens. 3. Le mariage d'amo, mariage contre compensation ou salaire, est temporaire et de durée définie. L'accord le plus fréquent se fait pour 1 mois, renouvelable éventuellement, mais la durée peut varier d'1 semaine à 1 an. La rémunération ou salaire de l'épouse y fait l'objet d'une négociation. Le mariage d'amo se pratique souvent à l'occasion de voyages, de séjours prolongés sur des marchés, ou dans d'autres situations de ce genre. L'homme se trouve avoir à sa disposition une épouse auberge,
dans ses lieux de séjour ou bien, par le passé surtout, une épouse qui l'accompagne dans ses déplacements. Il s'assure par un contrat à terme l'ensemble des services sexuels et domestiques d'une épouse, le lit, les repas, le ménage, la maison. Ce mariage étant reconnu par la loi, la femme peut recourir au tribunal si elle n'est pas payée conformément aux accords passés. L'enfant éventuellement né de l'union aura droit à une part de l'héritage paternel. Légalement donc, il s'agit d'un vrai mariage, non assimilable en Éthiopie au rapport occasionnel, ou au rapport considéré comme prostitutionnel. Le statut de l'épouse d'Amo, inférieur à celui des épouses des autres formes de mariage, est cependant plus élevé que celui des concubines, par exemple des yakangarades, servantes de la cuisse, que les nobles prennent à leur service pour l'usage sexuel et dont les enfants illégitimes n'ont pas droit à hériter de leur père. En Éthiopie, il existe différentes autres formes de relations sexuelles rémunérées, mais définies celle-là comme prostitution. Très répandue dans les villes, elle constitue quasiment l'unique technique de survie possible pour les femmes qui y émigrent, presque toujours dépourvues d'instruction ou de qualification, en outre victimes de discrimination sur le marché du travail. Donc, loin de voir se confirmer notre dichotomie stéréotypée, mariage à vie rapport prostitutionnel de quelques minutes, nous voici devant un éventail de variations avec en son centre un mariage temporaire. Or, compte tenu de ces formes admises d'union sexuelle, contrat dont la durée est comprise entre la durée d'une vie et une semaine au moins, la prostitution, contrat d'une durée comprise entre quelques heures et un temps considérable, se situe à l'extrémité du continuum de formes d'union sexuelle que l'on trouve en Éthiopie. Diras, SD. 42 et Diras 1991. D'où la proposition de Diras de prendre acte de ce continuum en appelant l'épousaille publique, la prostitution et l'épouse publique, la prostituée. 3. Les prestations et l'aspect économique, du don au tarif. Envisageons à la fois les services rendus, sexuels, domestiques, de soutien psychologique, etc., et la relation en elle-même, ou mieux ses composantes affectives, les liens personnels qui s'y créent si difficilement saisissables. Dans une étude sur les femmes qui vivent seules à Kampala, Ouganda, Elisabeth Mandeville montre comment, pour pouvoir y demeurer, bon nombre d'entre elles sont obligées de recourir à un ou à plusieurs paying lovers, amants payants. Ces femmes ne doivent jamais perdre de vue, dans leur choix sexuel, la dimension économique. Elles auront éventuellement un amant pauvre pour l'amour, mais en plus un ou plusieurs amants riches pour l'argent. Il faut donc inscrire les histoires d'amour plutôt sous la rubrique « finances domestiques » que sous celle de choix sexuels ou matrimoniaux. Et Mandeville insiste. Quand je parle de femmes ayant des amants qui les aident à subsister, je ne parle pas de prostituées, mais de femmes non mariées, divorcées ou veuves qui ont des relations amoureuses, des histoires avec des hommes. Dans l'esprit des gens d'ici, les histoires se distinguent de la prostitution en ce qu'elles présentent des caractères de permanence, d'affection, de discrimination et de délicatesse qui font défaut dans une transaction purement commerciale. L'on tient pour absolument normal que les hommes fassent des dons en argent à leurs amantes, et le fait qu'ils s'en abstiennent provoque chez celles-ci un ressentiment légitime. Mandeville 1979, mais italique. Telle est donc, à Kampala, la définition de la relation non prostitutionnelle. Mais, à propos des prostituées éthiopiennes aussi, Diras remarquait que, contrairement à ce qui se passe dans la prostitution occidentale, le rapport entre une prostituée et ses clients n'est pas une opération sexuelle purement commercialisée. Selon les termes d'une enquêtée, leur rapport implique beaucoup plus de satisfaction émotionnelle mutuelle. Diras, SD. 41 et Diras 1991. Les travaux sur les populations africaines font souvent état de l'oscillation de ces relations entre le service sexuel tarifé, dépourvu de tout autre élément, savoir, les services domestiques ou le lien affectif personnel, et une commercialisation incomplète de la relation entre prostituée et client, laquelle se rapproche dès lors de la relation matrimoniale. Ainsi Ardenner observe-t-il, chez les Bakweri, que les relations prostituées-clients ont un degré considérable de permanence et ne sont nullement impersonnelles ou anonymes. La prostituée offre aux clients réguliers des avantages domestiques, tels que la préparation de repas. En somme, les relations de la prostituée avec le groupe de ses clients présentent des quasi-uxoriales qualici, des qualités quasi-conjugales. Et voilà que pour souligner et intégrer ces aspects de la prostitution comme catégorie de la conjugalité,
Hardener lui aussi 1962, nous propose un nouveau terme à usage théorique, l'hyperpolyandrie. Donc, dans la prostitution également, du moins dans la prostitution incomplètement commercialisée, il y a place pour les délicatesses propres aux autres rapports. Avec un peu de chance, la femme n'y investira pas que son vagin, mais aussi des attentions, de l'affectivité et du travail culinaire. Ainsi par exemple, en Zambie, dans la zone minière coloniale Copperbelt, le terme d'argot pour prostituée était une bonne amie qui, entre autres choses, pouvait cuisiner et faire la lessive, confère. White 1990/15, qui renvoie à une étude sur le travail des femmes dans la Copperbelt en Zambie entre 1927 et 1953. L'histoire de la prostitution en témoigne. On y trouve et l'absence de tarification rigoureuse et la présence de travail domestique. Louise White, une ethnologue qui a travaillé sur l'histoire de la prostitution à Nairobi entre 1909 et 1950, White 1980, 1986, 1990, met en parallèle l'évolution de la prostitution à Nairobi avec les transformations de la main-d'œuvre au Kenya, White 1990, et elle montre en détail comment les diverses formes de prostitution répondent aux aléas des salaires, des conditions de vie et de logement des travailleurs immigrés des villages. La Malaya, par exemple, attend ses clients à domicile, elle leur rend non seulement un service sexuel étroitement défini mais aussi tout un ensemble de services domestiques. Elle prépare la nourriture, l'eau du bain, reçoit les clients même pour un simple thé ou une causerie. Dans ce type de relation, le rapport d'argent n'est pas soumis à une tarification rigoureuse. 50 White propose donc de considérer la prostitution tout court comme travail domestique, au sens spécifique de travail nécessaire à la reproduction quotidienne de la force de travail. Bref, pour elle White, c'est une forme de mariage illégal. Elle écrit « Il se peut qu'une part de l'ambivalence à l'égard des prostituées vienne de ce qu'elles vendent contractuellement ce qui est légitimement requis dans le mariage, et de ce que leurs gains proviennent des salaires masculins. Donc la prostitution est en relation directe avec le travail salarié, et elle est du travail domestique. C'est un mariage illégal, confère. White 1990/11. Et nous voilà nantis d'une troisième redéfinition de la prostitution, après celle d'épousailles publiques et d'hyperpolyandrie. Ainsi l'impossibilité d'utiliser un terme comme prostitution inadéquat pour décrire ces différentes réalités, parfois peut-être l'incertitude ou le malaise des chercheurs produisent-ils une prolifération continuelle de définitions telles que 1. Prostitution, mais incomplètement commercialisée, épousailles publiques, 2. Histoire pas entièrement commerciale avec des amants payants, 3. Prostitution présentant des aspects quasi-conjugaux, hyperpolyandrie, 4. Prostitution comme travail domestique et mariage illégal. Nous nous trouvons donc face à une variété de types de relations, et en même temps face à une variété de dénominations et de définitions de ceux-ci. Le continuum apparaît dans toute son ampleur. Dans l'éventail des variations de relations économico-sexuelles se trouvent incluses certaines relations matrimoniales et différentes sortes de relations sexuelles non matrimoniales, y compris les relations prostitutionnelles, mais parmi ces dernières certaines seulement, les plus connues, celles dont on parle le plus et auxquelles on pense immédiatement quand il est question de prostitution, se situent à L', un des extrêmes, avec le tarif calculé sur la base du temps et du service spécifié, confère aussi Gebhard 1984. Dans beaucoup d'autres sociétés, il est tout à fait évident et mis en évidence par les travaux ethnologiques, que toutes les relations sexuelles tendent à se caractériser par des transactions économiques. Ces transactions peuvent différer soit par la quantité et la qualité des biens transférés, soit également par le type et la quantité des droits transférés. Je prendrai ici un exemple de la présence constante de l'échange économique dans les actes sexuels entre hommes et femmes en me référant au Digo du Kenya étudié par Gomme, 1972. Nous trouvons dans cette société 4 types de relations structurées, confère. Tableau ci-contre. L'exemple des Digo fournit des données particulièrement intéressantes. De plus en plus nombreuses sont les femmes Digo, tant jeunes que d'âge moyen, qui quittent leur mari pour mener leur vie hors de toute cohabitation permanente ou semi-permanente. Elles échangent alors de la sexualité contre de l'argent ou des biens, acquérant un degré considérable de liberté personnelle. Aux yeux des Digo, ces femmes ont refusé non pas un lien singulier, mais le statut même d'épouse, Gomme 1972/96.
Certaines d'entre elles resteront dans la prostitution pendant un temps, d'autres choisiront de demeurer définitivement hors mariage et vivront seules ou avec d'autres femmes, loin de leur communauté et hors du contrôle de leur parentèle, ce que les hommes Digo considèrent comme un aspect singulièrement négatif de la prostitution. Chez les Digo, l'on trouve encore d'autres situations où la sexualité implique, comme dans maintes autres sociétés, un échange économique. L'adultère ou bien la séduction d'une jeune fille avant le mariage doivent faire l'objet d'une indemnisation de la part de l'homme. Les coupures dans l'échange. Jusqu'à présent, nous avons examiné les éléments d'un continuum qui se fondaient les uns dans les autres. Dès lors que l'on a abordé l'aspect économique, une coupure est apparue, et elle est nette, pas seulement sur le plan théorique. Car c'est une coupure qui a des répercussions profondes sur la vie des femmes. Là, ce sont les femmes elles-mêmes qui définissent la différence pertinente pour elles entre les différents types d'échanges économico-sexuels. En effet, ces actes sexuels féminins que nous avons jusqu'ici considérés comme une catégorie unique, à qui sont-ils payés? Ou pour formuler la question de façon plus générale, qui est la personne qui échange et quel est l'objet de l'échange? En ce point, la coupure se précise. Nous avons vu A. Les mariages où le prix de l'épouse, payé en général à la parentèle de celle-ci, transfère au mari des droits sur la sexualité et sur la capacité reproductive de la jeune fille. La jeune fille est donc l'objet de la transaction, quand bien même elle pourrait disposer à l'intérieur de cette transaction de marge de décision et de choix. B. Des relations dans lesquelles les femmes sont partenaires de la transaction économico-sexuelle et où elles sont les seules bénéficiaires de la rémunération de leurs services sexuels, et parfois domestiques. Dans cette optique, ces deux types de rapports ne sont pas seulement distincts, ils s'opposent carrément. Cette différence est donc essentielle et comme nous le verrons plus loin, elle l'est aussi à d'autres égards. Cela a une inscription concrète et fondamentale dans la vie des femmes. De nombreuses femmes, en échangeant elles-mêmes directement leurs actes sexuels, en recevant elles-mêmes directement la rémunération de ces actes, paient le prix de leur propre rachat, c'est-à-dire paient elles-mêmes leur liberté. Elles restituent le prix de l'épouse et s'affranchissent des liens matrimoniaux. Ainsi chez les Bakweri Ardenner 1962, dans le passé, quand une femme voulait sortir d'un mariage malheureux, ou bien c'était son père qui restituait au mari le prix de l'épouse, ou bien alors c'était un autre homme qui pouvait le faire avant de la prendre lui-même pour épouse. La femme ne pouvait pour ainsi dire pas se racheter toute seule. Jamais elle n'aurait pu accumuler autant d'argent ou de bétail. Mais déjà pendant les années de la recherche d'Ardenner, dans les audiences de divorce des cours de justice locales, à la question obligée « Où stand bien you ?» Qui vous soutient, c'est-à-dire qui remboursera le prix de l'épouse, souvent la femme pouvait répondre « Et stand to redeem myself, je me rachète toute seule, c'est moi-même qui me rachète. » Libération d'un lien de servage, forme de main levée, que ces femmes obtiennent par la vente de leurs propres services sexuels. La même évolution s'observe dans de nombreuses populations. Monica Wilson, 1977, dans un livre consacré au rapport entre les sexes et entre les générations de 1875 à 1970 chez les Nyakuesa, distingue trois catégories de femmes qu'elle appelle beginners, pionnières, initiatrices, qui ont entamé la transformation des rapports entre les sexes, extrêmement oppressifs dans la société Nyakuesa. Ce sont d'une part les femmes qui, les premières, enfreignirent les règles de la division sexuelle du travail en utilisant des outils réservés aux hommes et en conquérant par là une autonomie économique. D'autre part, les femmes qui optèrent pour des cultes chrétiens où elles trouvaient une possibilité d'expression que leur refusaient les cultes traditionnels. Enfin, les femmes qui partirent se prostituer dans les zones des mines d'or, elles se libérèrent ainsi des chaînes du mariage et de la parenté et telle remboursa son prix à elle époux qui la tenait prisonnière. Il ne s'agit pas ici de glorifier le phénomène de la vente des services sexuels, mais plutôt de marquer que ce service, outre les autres services domestiques et la fourniture de travail en général, est cédé à l'intérieur du mariage, quelles que soient les formes de celui-ci et quelques marges de choix qu'il concède à l'épouse selon les sociétés, dans un rapport permanent, c'est-à-dire de durée indéfinie, contraignant, souvent porteur de très faible autonomie pour la femme. Cette autonomie, les femmes la trouvent dès lors, dans la plupart des cas, en quittant les villages et en émigrant vers les villes où elles subsistent grâce à la prestation de services sexuels quand elles ne trouvent pas d'autres travaux ou bien quand ces travaux constituent des alternatives encore pires.
Or c'est précisément cette rupture avec l'institution matrimoniale qui préoccupe les hommes de nombreuses populations. C'est que la plupart du temps, il ne s'agit pas d'une prostitution, comme alternative temporaire au mariage. Souvent les femmes refusent le mariage tout court. Les femmes qui émigrent vers les villes veulent en grande majorité y rester. La ville se présente pour elles un peu comme pour les serfs du Moyen-Âge. Là aussi, en quelque sorte, l'air de la ville rend libre. Et n'oublions pas ce qu'ont montré J. Boujra et L. White. Dans les quartiers africains de villes comme Nairobi, presque la moitié de la propriété immobilière est aux mains des femmes. Tout cela est, en premier lieu, rendu possible par la prostitution, parfois par d'autres activités comme le petit commerce et la fabrication de la bière, confère Boujra 1975 et 1977, et aussi White 1990, confère ici Chap. 4. En ville, je prends pour exemple le cas de Nairobi qui est bien étudié. Les femmes ont conquis certaines formes d'indépendance économique et elles ont inventé ou recréé des liens sociaux. Le mariage entre femmes, des formes de parenté adoptive, des sociétés de secours mutuels, l'adhésion à des associations religieuses, etc., mettant ainsi en place un tissu de rapports sociaux importants. Et White décrit la formation d'une nouvelle classe sociale, création de liens de solidarité, conversion à l'islam qui facilite l'intégration au nouveau tissu social urbain, et fait essentiel, transmission de l'héritage par des femmes sans enfants à d'autres femmes. L'auteur commente, c'était littéralement la création d'une classe sociale, l'établissement de liens de résidence et de propriété entre deux femmes qui étaient jusque-là dépourvues de liens de parenté. Je ne connais pas de cas où une prostituée malaya ait transmis de la propriété à un homme devenu son ami, et pas davantage de cas où un musulman ait laissé sa maison à une femme qui l'avait convertie. White 1990/64. Sur le plan de la transaction économique, il y a donc une coupure importante qu'il convient de définir avec précision. Celle-ci n'est pas cependant celle que nous avons coutume de tenir pour pertinente, à savoir celle que nous établissons entre le rapport sexuel rémunéré et le rapport conjugal. La coupure qui nous apparaît maintenant ne sépare pas la prostitution du mariage, ou du rapport amoureux en général. Elle sépare plutôt certains rapports de services sexuels des autres. En particulier, la séparation, comme je l'ai déjà noté plus haut, s'effectue entre d'une part un rapport d'échange économico-sexuel géré au moins à titre de partenaire, donc de sujet, par la femme qui accomplit l'acte ou service sexuel et d'autre part, une transaction concernant là encore la sexualité de la femme, outre son travail et sa capacité reproductive, mais gérée par d'autres qu'elle. Une transaction dans laquelle, selon la définition classique de Lévi-Strauss, qui la considère valable pour la totalité des rapports des échange matrimonial, la femme n'est pas un partenaire de l'échange qui se déroule entre les hommes mais l'objet de l'échange. La définition, très nécessaire, très suffisant. On pourra préciser davantage cette coupure et lui donner de nouvelles déterminations en élargissant le champ d'observation et en se posant les questions suivantes. Premièrement, est-ce que, pour la femme, la multiplicité des partenaires et la rétribution par les hommes de ces actes sexuels, deux éléments regardés en Occident tant par l'opinion commune que par les dictionnaires et encyclopédies, comme des caractères spécifiques, universels de la prostitution, est-ce que, donc, ces éléments constituent effectivement des traits propres à la seule prostitution et permettent en conséquence de la distinguer des autres formes de rapports sexuels? Deuxièmement, mais ce point est lié au précédent, qu'est-ce qui est défini comme prostitution? Ou mieux, quels sont les actes et les comportements qui dans les différentes sociétés concourent à faire définir une femme comme putain ou prostituée? Y a-t-il entre les différentes cultures un consensus tel que les deux éléments envisagés, multiplicité des partenaires et rétribution, soit pertinent pour décrire toutes les situations désignées prostitution? Et même, y a-t-il un seul trait commun aux diverses définitions de putain prostituée? Pour traiter de la première question, je laisserai de côté le prix de l'épouse, transaction économique qui s'effectue entre des groupes de parenté, pour m'attacher au cas comportant un échange économique direct entre les agents de l'acte sexuel. Je m'efforcerai de montrer que ces deux éléments, promiscuité, rétribution, ne sont ni spécifiques de la seule relation de prostitution, ni suffisants pour identifier toutes les formes de relations sexuelles définies comme prostitution. Je dégagerai donc, en réponse à la première question,
La présence de l'un ou des deux éléments en général considérés comme constitutifs du rapport prostitutionnel dans des rapports qui ne sont absolument pas qualifiés ainsi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.